Donc je disais bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à Tulle pour cette journée. Alors, je me présente en 30 secondes. Donc, Hubert Cochet, je suis professeur dans une école d'ingénieurs agronomes à Paris, AgroParisTech, qui avait fait parler d'elle un tout petit peu l'année dernière lorsqu'un groupe d'étudiants avait osé émettre quelques réserves quant au contenu de l'enseignement et aux débouchés qui étaient promis à nos ingénieurs. Et je ne vais pas revenir sur cet épisode, mais c'est bien dans cette école que j'enseigne. Alors, je suis professeur d'agriculture comparée. Quelle est cette drôle de discipline ? L'agriculture comparée, c'est un petit peu comme l'anatomie comparée, la littérature comparée ou d'autres disciplines. Notre objectif, c'est d'essayer de comprendre, d'interpréter, de donner un sens aux transformations de l'agriculture dans le monde par une approche comparée de ces transformations. Donc, on travaille beaucoup en comparant ce qui se passe en France, dans les campagnes de Corrèze ou d'ailleurs, à ce qui peut se passer à l'autre bout du monde. Et on essaie de comparer aussi les processus à différentes périodes historiques. Et la comparaison de ces transformations est extrêmement riche d'enseignements et permet de prendre du recul et donner du sens à l'interprétation de ces transformations de l'agriculture. D'où voilà ce terme d'agriculture comparée. Alors c'est aussi une démarche qui essaye de faire le lien entre les approches techniques et les approches agronomiques, économiques, sociales et politiques. Voilà, j'en termine là avec cette courte présentation. Alors l'agriculture familiale, on m'a demandé de définir l'agriculture familiale. Moi je trouve que c'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Je vais quand même essayer. Pourquoi c'est difficile ? Parce que c'est un terme qui est utilisé par beaucoup de monde dans des sens différents. Chacun le met un petit peu à sa sauce. Et il n'y a pas de définition scientifique consensuelle de l'agriculture familiale. Donc je ne vais pas répondre en disant l'agriculture familiale, ça se définit comme ça. Je vais peut-être d'abord commencer par ce qu'il ne suffit pas de dire pour définir l'agriculture familiale. C'est-à-dire parfois, alors on pourrait dire que l'exploitation agricole familiale, c'est la famille au milieu de ses champs. N'oublions pas quand même que le maréchal Pétain aussi était absolument un défenseur acharné de l'agriculture familiale, dès lors que le couple était marié en Christ et que tout le monde allait à l'église le dimanche matin. Mais attention, c'était un défenseur de l'agriculture familiale, méfions-nous. Je force un peu le trait, mais attention. Alors certains disent, bon, l'agriculture familiale, dès lors que le capital reste dans la famille, c'est de l'agriculture familiale. Mais dans ces cas-là, si on se transpose dans le secteur industriel, L'Oréal serait une entreprise familiale, Michelin serait une exploitation familiale. Donc non, c'est pas parce que le capital est familial qu'on a affaire à de l'agriculture familiale. Je vais essayer donc, en essayant de faire le tri entre toutes ces définitions, d'arriver progressivement à une agriculture familiale que nous aurions envie de défendre, ou qu'un syndicat comme le MODEF aurait envie de défendre. Ce n'est pas une définition académique qui importe, c'est quelle est la définition qu'on a envie de défendre et pour laquelle on a envie de se battre. Alors, autre définition possible, la transmission familiale de l'exploitation. Pour moi, je crois que ça ne se suffit pas. Ce n'est pas parce que le capital se transmet de père en fils ou de mère en fils qu'il s'agit d'une exploitation familiale. En tout cas, ça ne suffit pas, loin de là, à défendre le caractère familial de l'agriculture, parce que ça reviendrait de facto à exclure toutes les installations hors cadre de ce schéma familial de la transmission de l'exploitation. Certains sociologues disent aussi, à partir du moment où il n'y a qu'un seul actif, exploitation unipersonnelle, et que le conjoint a un autre travail, on n'est plus dans le cadre de l'agriculture familiale. Là aussi, je pense qu'on fait fausse route avec ce type de définition. Encore un piège à éviter, est-ce que les exploitations familiales seraient définies par leur taille ? Là non plus, je ne crois pas qu'on va s'en sortir en disant, voilà, à partir de telle surface, on n'est plus dans des exploitations agricoles familiales. Parce qu'en France,
Les exploitations à la tête desquelles vous êtes font quelques dizaines d'hectares, parfois une centaine, 150, etc. On va dire que ce sont des exploitations familiales. Si vous allez dans la vallée du Nil ou dans le delta du fleuve Rouge au Vietnam, les exploitations familiales, c'est 0,3 hectares. Hein. Si vous allez dans la Pampa argentine, vous allez trouver des exploitations familiales de plusieurs milliers d'hectares. Donc la taille ne va pas nous aider à définir qu'est-ce qui serait une exploitation agricole familiale de ce qui ne serait pas une exploitation agricole familiale, tellement ça va dépendre des contextes, des types d'agriculture, des milieux géographiques, etc. Alors du coup, j'en arrive progressivement à ce qui me semble, de mon côté, le plus important pour définir l'agriculture familiale et pour dépasser un petit peu ces éléments que je viens de mentionner. Comme vous le savez, le capitalisme a été fondé, historiquement, par la séparation capital-travail. Et à partir du moment où les travailleurs ont été dépossédés de leur outil de production et que les détenteurs des capitaux monopolisaient la détention du capital, eh bien, le capitalisme s'est formé par la relation capital-travail qui est le salariat, qui relie ceux qui apportent les capitaux, les détenteurs des capitaux, et ceux qui travaillent, hein, et qui sont, eux, dépourvus complètement de tout capital. Et donc, le salariat fonde le capitalisme. Et alors, pourquoi cette petite diversion? Parce que, précisément, dans l'agriculture familiale, je pense que ce qui est absolument essentiel, c'est l'absence de séparation capital-travail. C'est-à-dire que le capital et le travail reposent entre les mains de la même personne, ou du même couple, ou de la même entité familiale, hein, et que cette absence de séparation capital-travail entraîne des conséquences absolument fondamentales qui font que cette agriculture familiale à l'échelle mondiale est l'un des rares secteurs d'activité qui ne fonctionne pas selon les règles du capitalisme, ou en tout cas pas complètement. Alors, je pourrais même étendre un peu cette définition, parce qu'il y a un troisième facteur de production, évidemment, en agriculture, c'est la terre. Hein, en disant que ce qui va définir pour moi l'agriculture familiale, c'est une unité de production dans laquelle la terre, le capital et le travail reposent entre les mains du même individu. Alors, pour la terre, ce n'est pas forcément être propriétaire, hein, dès lors qu'on peut avoir accès à la terre par un statut sécurisé tel que le statut du fermage l'a permis en France. Pour moi, ça ne pose pas de problème, pas besoin d'être propriétaire. Hein. Et c'est bien d'ailleurs ça qui a permis aux agriculteurs français d'augmenter leur capital plutôt que de payer des loyers très élevés aux propriétaires fonciers. Hein. Mais donc, ce qui me semble fondamental, c'est bien l'absence de séparation capital-travail. Alors, les conséquences sont énormes, parce que pour quelqu'un, pour un détenteur de capitaux, un capitaliste qui investit des capitaux, l'indicateur de performance qui a un sens pour lui, c'est la rentabilité financière des capitaux, qui se mesure par un taux de profit. Et donc, on peut tourner la chose dans tous les sens. Je veux dire, le seul but recherché, ce sera évidemment la rentabilité des capitaux investis. Dès lors que capital et travail reposent dans la même main, ce qui va compter pour un agriculteur familial, ce n'est pas la rentabilité financière de ses investissements, c'est la capacité de l'unité de production à dégager un revenu agricole, ce revenu devant permettre de vivre le mieux possible, d'envoyer les enfants à l'école, à l'université, et ce revenu permettant aussi de renouveler le capital et même, si possible, évidemment, de l'accroître. Mais cette distinction est absolument essentielle parce qu'elle entraîne, en termes de fonctionnement, en termes de gestion, en termes de choix productifs, des différences fondamentales par rapport à ce que ferait quelqu'un qui investit son capital et qui a les yeux rivés sur la rentabilité financière de son capital, de ses investissements, c'est-à-dire à court terme, hein, évidemment. Donc, je dirais que pour moi, voilà, le critère qui fonde l'exploitation agricole familiale, c'est bien cette absence de séparation entre les facteurs de production et surtout absence de séparation entre le capital et le travail. Alors,
dans le monde, c'est quand même ce type d'agriculture qui domine très très largement, ça a été dit par mes prédécesseurs, hein, mais y compris si on l'envisage sous l'angle de l'absence de séparation capital-travail, c'est vraiment ça qui domine dans le monde. Il y a environ 570 millions d'unités de production agricole dans le monde aujourd'hui et à peu près le double d'actifs agricoles. Et ce sont pour l'immense majorité des actifs familiaux. À l'échelle mondiale, là aussi un chiffre, hein, je vais essayer de ne pas vous abreuver de chiffres, hein, il n'y a qu'un dixième de salariés par exploitation agricole à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire que la force de travail salariée, à l'échelle mondiale dans l'agriculture, ça compte pratiquement pas. C'est insignifiant. Hein. Ce secteur est encore très 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 largement dominé par cette forme familiale d'agriculture et échappe donc, parce que je viens de dire, à des critères de gestion qui soient strictement capitalistes. Alors, évidemment, bon, le tableau n'est pas si rose que cela, parce que ces exploitations agricoles familiales, je vais les mettre au pluriel tellement elles sont diverses, hein, sont évidemment menacées de toutes parts. Hein. Et on pourrait là aussi faire un tour du monde des mécanismes, hein, des tendances qui remettent petit à petit en cause cette forme prédominante, hein, de l'agriculture. Et ces tendances, quelle que soit leur forme, ont toujours pour conséquence, enfin pas seulement pour conséquence, hein, ont toujours pour origine la séparation capital-travail. Alors la forme la plus aboutie de cette séparation, c'est évidemment les grandes firmes, hein, qui s'installent dans les processus d'accaparement foncier que l'on voit dans un très grand nombre de pays du monde, y compris un tout petit peu en France, ça commence, hein, où on voit de très grandes exploitations s'installer directement sur un mode de fonctionnement typiquement capitaliste, c'est-à-dire de grandes exploitations à salariés, hein, reposant exclusivement sur cette séparation capital-travail avec des investisseurs qui amènent les capitaux et qui ont les yeux rivés sur la rentabilité financière de ce capital, et une force de travail salariée qui est au cul des vaches ou derrière le tracteur. Donc ça c'est la forme la plus aboutie, hein, de cette séparation capital-travail, mais il est évident que ça progresse, hein, dans tous les pays du monde selon des formes différentes, mais c'est un mouvement qui hélas est en marche et qui menace à très court terme, hein, l'agriculture familiale. Alors, l'agriculture familiale ne disparaîtra jamais parce que ces grandes exploitations agricoles capitalistes fonctionnant sur la base du salariat ont toujours besoin, pendant les pointes de travail, de forces de travail d'appoint qui va venir pour couper la canne à sucre, pour récolter le café, pour ceci, pour cela. Et cette force de travail d'appoint, ce sont des agriculteurs paupérisés, hein, privés d'une partie de leurs terres et de leurs moyens de production, et qui continueront à survivre, à faire de l'agriculture familiale, tout en vendant une partie de leur force de travail pendant les pointes de travail à ces grandes exploitations qui en auront toujours besoin. Donc le paradoxe, c'est quelque part, hein, c'est que la grande exploitation de firmes qui se développe un peu partout dans le monde aura toujours besoin de poches d'agriculture familiale, mais ce sera des poches d'agriculture familiale paupérisées, de gens qui auront besoin de vendre une partie de leur force de travail à la grande exploitation capitaliste. Alors si je reviens au modèle français, il va falloir me dire le timing, parce que sinon je vais déborder. Alors, je voudrais vous faire part de quelques observations, et ça va nous ramener à du concret et à des choses que vous avez sûrement observées, vécues, quelle que soit la région où vous êtes. Dans notre équipe de recherche, on a, à partir du début des années 90, donc ça fait déjà 30 ans, observé des phénomènes dans les campagnes françaises qui étaient très largement dominées par l'agriculture familiale. On a observé des phénomènes un petit peu troublants depuis une trentaine d'années. Alors, ces phénomènes, ils sont de deux ordres. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles qui apparaissent dans les statistiques agricoles, là aussi depuis une trentaine d'années. Quand je parle de signaux faibles, c'est-à-dire des choses qui sont à peine perceptibles, il faut vraiment regarder derrière les chiffres pour s'apercevoir qu'il se passe quelque chose. À partir du recensement agricole de 1988, et plus encore celui c'est
2010, les statisticiens du ministère de l'Agriculture ont été obligés de créer deux autres catégories d'exploitation agricole. Il y avait les petites, les moyennes, les grandes. Hein. Et puis en 2010, les statisticiens ont créé les très grandes et les géantes. Hein. Ils ont créé des catégories statistiques dans lesquelles ils ont mis, pour la première catégorie, les exploitations qui avaient plus de 250 000 euros de produits bruts standards, et pour les géants, plus d'1 million de produits bruts standards. Bon, déjà, alors elles étaient peu nombreuses, mais pour que des statisticiens se disent, tiens, on va créer une autre catégorie, c'est quand même un signe. Ensuite, la force de travail salariée, que je vous disais, très peu importante à l'échelle mondiale et dans l'agriculture française. Elle n'a cessé de baisser dans l'agriculture française jusqu'au recensement de 1988, donc jusqu'en 90 à peu près. En 1990, seulement 10% de la force de travail dans l'agriculture française était salariée et 90% était familiale. Et à partir de 1990, la courbe s'inverse et la proportion de force de travail salariée recommence à croître. Aujourd'hui, elle est à peu près de 30%. Elle croît dans les exploitations de plus grande taille, évidemment. Elle croît aussi dans les entreprises de services, dans les CUMA, hein, qui développent aussi d'autres formes de travail basées de plus en plus sur le salariat. Donc, autre signaux faible. Ensuite, je pourrais en rajouter un que vous connaissez aussi bien, l'augmentation des formes sociétaires. Alors attention, dans forme sociétaire, il faut là aussi faire le tri. Hein. Moi, je considère qu'un GAEC père-fils, ou même un GAEC entre deux personnes qui n'ont pas de liens familiaux, est une exploitation agricole familiale où il n'y a pas de séparation capital-travail. Hein. Moi, ce n'est pas le lien de sang qui compte pour moi. Hein. Mais en revanche, vous savez tous que certaines formes sociétaires sont des paravents pour monter des montages de plus en plus complexes, hein, et qui aboutissent, dans bien des cas, là aussi, à l'entrée de capitaux extérieurs à l'agriculture, à la séparation progressive capital-travail. Alors ça, ce sont des petites tendances qui se développent en France. Mais les observations que j'évoquais, qui remontent aux années 90, c'est des choses qu'on avait vues dans les campagnes françaises à l'époque où c'était pratiquement invisible. Et je vous donne un exemple qui va vous paraître évident. Une entreprise, une exploitation agricole, grande culture, en pourtour du bassin parisien, l'agriculteur, 55 ans, n'a pas tellement envie de renouveler son tracteur de tête. Et depuis longtemps, il fait faire la moisson à l'entreprise. Hein. Et au lieu de renouveler son matériel, eh bien, l'entreprise va lui proposer, mais si tu veux, je te fais tes semis, hein, et puis je vais te faire tes traitements. Hein. Et puis, petit à petit, on va voir que l'entreprise de travaux va prendre petit à petit la gestion de A à Z de l'exploitation, quitte à ne redistribuer à l'agriculteur en titre, si j'ose dire, qu'un reliquat, hein, une fois avoir rémunéré l'ensemble de ses services. Donc, délégation, hein, de l'ensemble de l'itinéraire technique à une entreprise de travaux. Dans les années 90, c'était illégal de faire cela, parce que le reliquat qui était payé en fin de course à l'agriculteur était assimilable à, quelque part, une sous-location du foncier par l'entreprise de travaux. Mais dès le début des années 90, ces entreprises de travaux augmentaient le nombre de clients en prestation intégrale. Et imaginons par exemple qu'une entreprise de travaux ait, à cette époque, je parle du début des années 90, une dizaine d'exploitants clientes, chacune d'entre elles faisant 150 hectares de colza blé orge, par exemple, pour rester en grande culture. Hein. Eh bien, en ayant 10 exploitations en prestation intégrale de 150 hectares chacune en colza blé orge, ça faisait 1500 hectares cultivés par l'entreprise de travaux. Et plutôt que de s'embêter à respecter les contraintes d'assolement au sein de chaque exploitation, les entreprises, dès cette époque-là, avaient progressivement géré leur rotation colza blé orge à l'échelle des 1500 hectares. Mais tout ça était complètement invisible parce que illégal à l'époque. Que s'est-il passé en 2005, lorsque la droite revient au pouvoir? Elle met en œuvre une loi d'orientation agricole qui a été votée en 2006, et qui va, comme par hasard, légaliser les assolements collectifs. Donc on va maquiller ce genre de
constitution de ce nouveau genre d'exploitation agricole par exemple, la légalisation de l'assolement collectif, on va légaliser toute une série de choses qui se manifestaient dans les campagnes françaises et qui allaient toutes dans le sens de la constitution de très grandes exploitations avec séparation capital-travail. Parce qu'évidemment, dans l'ETA, qui c'est qui fait le boulot? C'est les tractoristes, c'est les conducteurs d'engins. Hein. Donc c'est un exemple assez caractéristique. Aujourd'hui, tout ça est on ne plus légal et il y a entre 1000, 1500, 2000 exploitations agricoles de plusieurs milliers d'hectares en grande culture en France qui fonctionnent sous ce modèle-là. On pourrait donner d'autres exemples en production laitière. La mise aux normes, ça doit vous rappeler des souvenirs, hein, les 1996 pour la première, etc. Et comme les subventions ont été concentrées sur les plus polluants, c'est-à-dire les plus gros troupeaux au début, beaucoup de grandes exploitations en ont profité des subventions mises aux normes pour agrandir encore la stabulation, la salle de traite, etc. Et à côté, un petit éleveur laitier qui n'avait pas de subvention pour se mettre aux normes, ne pouvant pas investir, se voyait parfois proposer par l'exploitant laitier beaucoup plus à l'aise voisin, eh bien on va s'associer, on va mettre les vaches dans la même étable. C'était interdit dans les années 90 hein, de mélanger le lait dans les tanks, mais ça se faisait. Et tout ça a été légalisé toujours par la même loi 2006, Société civile laitière, qui a permis de légaliser des formes de regroupement d'associations, de regroupement d'exploitation, mais pas du tout égalitaire comme le voudrait, je veux dire, la forme GAEC, par exemple, mais de regroupement d'exploitation avec une hiérarchie sociale interne à ce regroupement très forte et l'apparition progressive d'une séparation entre celui qui apporte le capital et celui qui est au cul des vaches. Donc, des formes qui étaient très discrètes à l'époque, je pourrais multiplier les exemples, dont beaucoup ont été favorisés par la législation en 2006 et qui aujourd'hui apparaissent au grand jour. Et toutes ces formes d'exploitation se caractérisent par une séparation progressive capital-travail. Dernier exemple, et puis combien de temps il me reste ? 8 minutes. Ah, ça va. Alors, un exemple sur les questions de transmission d'exploitation. Donc, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup d'agriculteurs, hein, je ne vous refais pas le topo. Depuis, je veux dire, l'après-guerre, les exploitations se sont tellement agrandies en surface, en taille de troupeau, en capital, que vous êtes souvent à la tête d'outils de production qui sont plus transmissibles. Ou alors il faut avoir un fils unique ou une fille unique et surtout pas de frères et sœurs parce que ça devient impossible à transmettre. Hein. Vous êtes tous, je pense, ou beaucoup d'entre vous confrontés à ces difficultés. Et du coup, que voit-on apparaître? Alors, si celui qui reprend ne peut pas indemniser ses frères et sœurs, on peut évidemment différer le problème. Vous allez me dire, mais quel rapport avec ce que je raconte sur la séparation capital-travail? Vous allez voir. On peut, dans un premier temps, effectivement, trouver des formes juridiques, il en existe, pour que les frères et sœurs continuent à porter une partie du capital, une partie du foncier, GFA, etc. Il y a plein d'astuces juridiques permettant à celui qui reprend de ne pas porter sur ses épaules hein, l'entièreté du capital et du foncier. Et tout ça reste dans un petit collectif familial restreint de frères et sœurs, jusque-là, pas de problème. Mais le temps passe inexorablement. Je veux dire, chacun voudra récupérer sa part et soit il faudra bien trouver à racheter les parts des frères et sœurs ou des cousins, cousines, oncles, tantes, etc. Soit il faudra faire appel, et c'est ce que proposent certains syndicats, pas le MODEF, à des porteurs de capitaux extérieurs à la famille. Alors, ces porteurs de capitaux, soit ils sont portés par des idées humanistes et renoncent à voir leur capital rémunéré au taux moyen, donc ce ne sont pas des capitalistes, et c'est tant mieux. Soit ce sont des apporteurs de capitaux qui comparent la rémunération financière de cet investissement avec d'autres investissements possibles, et dans ces cas-là, tôt ou tard, il faudra que ce capital soit rémunéré au taux moyen par un taux de profit moyen. Et on met le doigt dans un engrenage infernal de séparation entre les porteurs de capitaux
et les travailleurs. Même si au départ, ça apparaît comme un arrangement intrafamilial, à moyen terme, à long terme, je suis très inquiet sur ce que ça peut devenir. Donc, si vous voulez, voilà quelques exemples de séparation capital-travail qui nous amènent à revenir sur la définition de l'agriculture familiale et les moyens, ou en tout cas ce qu'il faut défendre dans cette agriculture familiale. Donc moi, je reste très convaincu que l'agriculture familiale doit être absolument défendue au titre de la non-séparation capital-travail, parce que partout, en France et dans le monde, lorsque cette séparation capital-travail se met en place, eh bien, ça se traduit toujours par un partage de la valeur de plus en plus inégalitaire, c'est-à-dire de plus en plus profitable aux détenteurs de capitaux et de moins en moins à ceux qui travaillent. Je ne connais aucun contre-exemple, sauf Terre de Liens. C'est un autre exemple, c'est un contre-exemple, une exception, on va dire. Mais partout dans le monde, lorsque cette séparation capital-travail se met en place, elle est tout le temps et partout défavorable aux travailleurs et elle se traduit toujours par une baisse de la rémunération du travail. Alors maintenant, il ne suffit pas de dire ça pour encenser l'agriculture familiale sans précaution. Parce que, je prends un exemple, un agriculteur nord-américain qui seul cultive 400 hectares de maïs soja grâce à un équipement extrêmement puissant, dans ma définition, c'est un agriculteur familial. Hein, pas de séparation capital-travail. Est-ce que c'est le type d'agriculture que nous voulons défendre? Pas sûr. Hein. Donc, par ailleurs, je prends un autre exemple, cette agriculture familiale qui a très largement dominé le modèle français d'agriculture, c'est aussi cette agriculture qui a conduit à toutes les dérives actuelles, hein, en termes de course à l'agrandissement, en termes de pollution des sols, en termes d'intensification avec tous les effets dont je vous passerai la liste. Hein. C'est aussi, attention, cette agriculture familiale qui est à la manœuvre, hein, dans toutes les dérives et tous les excès de la révolution agricole qu'on a connue depuis les années 60. Donc, défendre l'agriculture familiale, oui, mais laquelle? Il ne suffit pas, je pense, de faire de l'agriculture familiale un objet à défendre dans l'absolu. Il me semble indispensable de bien dire laquelle on souhaite défendre, comme c'est d'ailleurs marqué très bien ici dans cette plaquette. Hein. C'est une agriculture à taille humaine, rémunératrice, solidaire, durable, responsable. Il ne suffit pas qu'elle soit familiale. Hein. Et je pense que là, c'est quand même très important de ne pas se limiter à ce caractère familial, puisque, et ça sera, je reviens à mon introduction, tellement de monde donne un sens différent à ce caractère familial de l'agriculture que si on se contente de dire on défend l'agriculture familiale, on prend le risque d'être, dans le meilleur des cas, mal compris, dans le pire des cas, récupéré par des gens qui défendent des modèles agricoles tout à fait différents de ceux qui, me semble-t-il, vous défendez au MODEF. Voilà, je vous remercie, j'espère ne pas avoir dépassé.